Un corps décapité à Galveston, dans le Texas. Le corps a été mutilé par quelqu'un qui savait comment couper la chair. Une exécution façon mafia à Beverly Hills. C'était quelqu'un qu'elle connaissait. On ne balance pas ses amis. Et une femme disparue à New York. Elle m'a dit, si quelque chose m'arrive, c'est qu'on m'a fait du mal. 3 crimes irrésolus qui mènent vers un seul homme. On le considérait comme un homme très dangereux qui était suspecté d'avoir assassiné non pas une, ni 2, mais 3 personnes. Voici le récit glaçant de l'héritier en fuite. De tous les criminels sur lesquels j'ai écrit, c'est lui qui me fait le plus peur. Dans un coin tranquille de la baie de Galveston, un père et ses 2 fils étaient en train de passer un bon moment en pêchant. Puis le père a cru voir le corps d'un cochonnet qui flottait dans l'eau. J'étais d'astreinte ce jour-là. J'ai cru que j'avais mal compris l'agent au bout du fil, mais non, c'était bien ça. Ils avaient retrouvé un torse dans la baie de Galveston. La police s'est rendue sur place. Ils ont repêché plusieurs sacs poubelles avec des membres humains à l'intérieur. La police a retrouvé 12 sacs contenant des membres humains. D'autres indices s'étaient glissés dans les sacs. Le ticket d'un magasin de bricolage, l'emballage d'une scie à archer et un journal avec l'adresse du destinataire. 2213 avenue Key à Galveston. La police s'est tout de suite rendue au pied de l'immeuble pour fouiller les bennes à ordures. Ils ont retrouvé des sacs poubelles similaires à ceux qui contenaient les membres. Ils ont découvert l'emballage des sacs poubelles, celui d'une bâche, celui d'un couteau de cuisine, des cartouches vides de calibre 22 et un avis d'expulsion daté de juillet adressé à Maurice Black. Maurice Black, qui habite l'appartement numéro 1, est introuvable. La police publie un avis de recherche. On a retrouvé du sang dans les éviers et les canalisations. Une traînée de sang avait été nettoyée dans le couloir. Elle menait jusqu'à l'appartement numéro 2, loué par Dorothy Signer. L'appartement de Dorothy Signer est situé juste en face de celui de Maurice Black. Elle est introuvable. Les voisins ont tous décrit Dorothy Signer de la même manière. C'était une vieille dame très discrète qui allait et venait, qui n'ouvrait jamais ses volets et qu'on ne voyait pas souvent. Les inspecteurs n'ont trouvé qu'un seul lien évident entre Dorothy Signer et Maurice Black. La trace de sang qui serpente entre les 2 appartements. Dans l'appartement de Dorothy, ils ont retrouvé du sang partout, du sol jusqu'au plafond. Le sol en lino était lacéré et du sang avait coulé en dessous. Il y avait des taches de sang projetées sur le mur. Le pistolet retrouvé était bien l'arme du crime. Ça expliquait mieux les projections de sang sur le mur. La police a été frappée du contraste entre le désordre de la scène de crime, avec tous les indices laissés par le meurtrier, et la méticulosité avec laquelle le corps a été démembré. Le corps a été découvert par quelqu'un qui savait trancher les muscles et les os des différentes parties du corps. Le corps a été incisé juste en dessous des épaules et à des endroits précis de la cuisse. La personne savait démembrer un corps. Ils ont retrouvé le torse et les autres membres. Mais il manquait la chose la plus importante, la tête. La tête est indispensable pour déterminer la cause de la mort. L'autopsie des membres découpés n'ayant apporté aucune réponse, la police pense que la victime est décédée d'une blessure à la tête. Les enquêteurs sont persuadés que le corps a été démembré dans l'appartement maculé de sang de Dorothy. Les empreintes de Maurice Black, qui dataient de l'époque où il s'était engagé dans la marine marchande, ont été comparées à celles du cadavre démembré. Les empreintes confirment que la victime est Maurice Black.
Maurice Black a sûrement été tué à cause de quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir ou dire. Maurice Black était assez particulier. Il était solitaire et très excentrique. Il se baladait dans les rues en aboyant comme un chien. Il se conduisait bizarrement et ça dérangeait les gens. La police ignore pourquoi Maurice Black a été assassiné, mais elle est sûre que Dorothy Sainer sait quelque chose. Elle sortait très peu et elle ne parlait pas aux voisins. Dans le voisinage, personne ne sait où est Dorothy. Mais certains se souviennent avoir vu un homme charger des sacs poubelles dans un SUV derrière l'immeuble. 7 jours plus tard, la police retrouve le véhicule. Dans la voiture, la police a retrouvé une scie à archet. C'est l'outil qui avait été utilisé pour démembrer Maurice Black. On a prélevé le sang de Maurice Black à l'arrière du véhicule. La police de Galveston arrête immédiatement son propriétaire, Robert Durst, 58 ans. Il est accusé du meurtre de Maurice Black. Mais la police se demande toujours où se trouve Dorothy Sainer et pourquoi son appartement était maculé de sang. Les enquêteurs ne pourront pas interroger Durst à propos de Sainer. Robert Durst a été convoqué, mais il ne s'est pas présenté. On a vite compris qu'il s'était échappé et courait dans la nature. Tout le monde était terrifié et personne ne savait où il était. Alors qu'un tueur présumé est en fuite, une chasse à l'homme commence. Les enquêteurs de Galveston ne se doutent pas que leurs recherches vont les mener jusqu'au palier d'une des familles les plus puissantes de New York. Ils apprennent que ce n'est pas la première fois qu'une personne proche des Durst est portée disparue. Au cours de l'été 1970, Robert Durst rencontre Kathy McCormack, 18 ans, alors qu'il collecte les loyers d'un des immeubles de sa famille. Bob était plutôt du genre timide et modeste. C'était un type gentil et sympa. Kathy a quitté Long Island pour s'installer au cœur de la ville. Elle tombe sous le charme de Bobby Durst. Bobby avait un air très intense et pénétrant, et un visage anguleux qui plaisait à beaucoup de femmes. Je pense que Kathy a plu à Bob parce qu'elle irradiait littéralement. C'était une jeune femme gentille, douce, absolument charmante. Tout le monde était attiré par elle. Après seulement 2 rendez-vous, Kathy et Bobby tombent amoureux et emménagent ensemble. Elle a 19 ans, il en a 29. Mais ce n'est pas la seule différence entre eux. Robert Durst était issu d'une des familles les plus puissantes de New York. Leur empire immobilier faisait largement concurrence à ceux des Trump et des Helmsley. La Durst Organization était très influente. Robert Durst était le fils aîné. Il a eu une enfance très privilégiée. C'était l'héritier logique de l'entreprise familiale. Kathy venait quant à elle d'une famille bien plus modeste, d'origine irlandaise et catholique. Elle n'avait jamais fréquenté quelqu'un comme Bobby Durst. C'était une Cendrillon des temps modernes, enlevée par un prince charmant richissime. Je pense qu'ils étaient vraiment amoureux, au tout début de leur relation en tout cas. Kathy et Bobby se marient, achètent un grand appartement dans l'ouest de Manhattan et une petite maison sur les rives d'un lac au sud de Salem, à 90 km de New York. Elle adorait ça. Elle avait le physique de l'emploi. C'était une belle jeune femme, tout à fait charmante. Elle s'est très vite intégrée, elle les a acceptés et ils l'ont aussi acceptée. Bobby adore faire découvrir son monde à Kathy. Un monde rempli de rendez-vous d'affaires et de soirées endiablées dans les clubs les plus branchés de la ville. Ce mode de vie plaisait beaucoup à Kathy. Elle me suppliait de venir à New York pour que je rencontre Susie Berman. Éléonore, il faut que tu rencontres Susie. Suzanne Berman est la meilleure amie de Bobby. Ils se sont rencontrés à l'Université de Californie. Elle est devenue écrivain et elle a suivi Bobby Durst à New York. Robert l'a présentée aux décisionnaires du milieu et la carrière de Suzanne a décollé. Kathy s'entend bien avec Suzanne, mais il apparaît évident que Suzanne et Bobby partagent un lien qui n'existe pas entre Kathy et son mari.
Suzanne et Bobby n'entretenaient pas de liaison, mais ils s'adoraient. Suzy et Bobby partageaient un lien très fort, qui était renforcé par ce qu'ils avaient vécu pendant leur enfance. Ils ont tous les deux vécu un drame terrible alors qu'ils étaient enfants. Suzanne a perdu son père à l'âge de 12 ans. Et un an plus tard, on pense que sa mère s'est suicidée parce qu'elle a fait une overdose. Suzanne s'est donc retrouvée orpheline très jeune. Alors que Robert avait 7 ans, sa mère s'est suicidée en sautant du toit de leur maison immense à Westchester. Suzanne et Robert Durst ont tout de suite accroché. Suzanne parlait toujours de Bobby à ses amis comme du frère qu'elle n'avait jamais eu. Elle était prête à tout pour Bobby. Suzanne laissait toujours entendre qu'elle était indispensable à Bobby. Ça contrariait parfois Cathy. Suzanne occupait toute la place et Cathy Durst, sa femme, faisait partie du décor. Deux ans après leur mariage, Cathy tombe enceinte et elle découvre le côté sombre de Bobby. Cathy m'avait toujours dit qu'elle avait envie d'avoir des enfants. Mais quand elle est tombée enceinte, ça n'a pas du tout plu à Bob. Il l'a forcée à avorter. Suite à cette douloureuse expérience, Cathy décide de se concentrer sur sa carrière, ce qui décuple la colère de Bobby. Un événement qui garde aujourd'hui tout son mystère va alors se produire. Ses amis lui disaient « Quitte-le, divorce, ou il va te faire du mal ». Deux ans après leur mariage, la relation entre Robert et Cathy commence à se fragiliser. Surtout lorsque Cathy découvre qu'il ne veut pas fonder de famille. Comme elle ne pouvait pas avoir d'enfants, elle a choisi de se concentrer sur sa carrière. Elle veut vivre sa propre vie, en dehors de celle de Bobby, et commence des études de médecine en 1978. Cathy voulait faire des études de médecine depuis toujours. Après avoir fini la fac avec d'excellentes notes, ses professeurs l'ont tous encouragée à continuer ses études. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Cathy est acceptée à la faculté de médecine d'Einstein College dans le Bronx. Mais ses études sont bien plus difficiles qu'elle ne le pensait. Elle n'avait pas le temps de sortir. Elle passait son temps à étudier et ça énervait beaucoup Robert. Cathy insinuait parfois que Robert avait un problème de gestion de la colère et qu'il hurlait beaucoup. Ça semblait s'aggraver au fil des ans. Je crois que c'est pendant sa deuxième année de médecine que Robert a commencé à être violent. Cathy avouait parfois qu'il la poussait ou qu'il la giflait. Je lui répondais que ça n'allait faire qu'empirer, que ça ne s'arrêterait pas là. En 1981, les disputes se font plus fréquentes et plus violentes. Ils se disputaient, il la frappait. Il la réveillait au milieu de la nuit. Il lui montrait des armes. Personne ne comprenait pourquoi elle restait avec lui. Cathy était devenue l'otage financier de Bobby. Elle disait qu'elle pourrait le quitter dès qu'elle aurait fini la faculté de médecine. Robert a fini par l'apprendre et ça ne lui a pas du tout plu. Quand Bobby apprend que Cathy parle de divorcer à ses amis, sa vengeance est immédiate et terrible. Il a fait annuler toutes ses cartes de crédit et son chéquier. Il ne lui a pas laissé un sou. Elle était vraiment désemparée. Je le voyais devenir de plus en plus dangereux et de plus en plus violent. Je suppliais Cathy de partir, de fuir le danger, mais elle me répondait « Ne t'en fais pas, ça ira ». Le 8 janvier 1982, Cathy Durst se rend à l'hôpital de Jacobi, dans le Bronx, le visage tuméfié et présentant des blessures à la tête. Mais elle refuse de porter plainte contre son mari, Robert Durst. Cathy était peut-être atteinte du syndrome de la femme battue, parce qu'elle continuait à le protéger. Le 31 janvier 1982, Cathy Durst se rend dans le Connecticut pour assister à une fête que son ami Gilbert a organisée.
Cathy m'avait appelé pour me dire qu'elle avait besoin de changer d'air et que Bobby lui sortait par les yeux. Ce jour-là, il fait froid et les routes sont glissantes. Mais Cathy décide de se rendre chez son amie Gilbert. Cathy est bien arrivée. Elle était très contrariée. La fête battait son plein. L'alcool coulait à flot. Vers 5 ou 6 heures de l'après-midi, le téléphone a sonné. C'était Robert. Il lui hurlait dessus. « Rentre à la maison, je veux que tu rentres tout de suite !» Cathy reprend la route et se dirige vers leur maison de campagne, à Salem, à 90 km de New York. Cathy et moi avions prévu de dîner ensemble le lendemain soir à New York. Je me suis rendue au Lion's Head Tavern à l'heure prévue, mais Cathy n'est jamais venue. J'ai eu un horrible pressentiment. Quelque chose ne tournait pas rond. J'ai appelé son appartement, pas de réponse. J'ai appelé sa maison de Salem, pas de réponse. J'ai laissé des messages. J'ai rappelé le lendemain, toujours pas de réponse. Cathy était introuvable. Bobby Durst s'est rendu dans un commissariat pour déclarer la disparition de sa femme. Le policier de service note les déclarations de Bobby. Il n'a pas vu sa femme Cathy depuis qu'elle a quitté leur maison de campagne 5 jours auparavant. Bobby a dit que Cathy avait bu une bouteille de vin et qu'elle avait mangé un hamburger. Elle était agressive et voulait rentrer en voiture à New York. Bobby a refusé parce qu'il y avait une tempête. Il l'a déposée à la gare pour qu'elle prenne le train de 21h17 en direction de New York. C'est la dernière fois qu'il l'a vue. L'inspecteur lui demande comment il sait que sa femme est bien arrivée à New York. Il avait téléphoné à Cathy quelques heures plus tard pour s'assurer que tout allait bien. L'inspecteur va ensuite savoir pourquoi il a attendu 5 jours pour signaler sa disparition. Bobby Durst n'avait pas l'air inquiet. Il a répondu « Cathy est étudiante. Parfois, je n'ai pas de nouvelles d'elle pendant 2 ou 3 jours quand elle travaille de nuit. » Elle était d'astreinte à la faculté de médecine et ils ne se parlaient pas tous les jours. Ce silence radio était courant. Ce n'était pas vraiment surprenant que Bobby dise qu'il n'avait pas eu de nouvelles de Cathy. Malgré son apparente nonchalance, Bobby finit vite par faire passer un avis de recherche dans le New York Post, avec une très grosse récompense à la clé. One of New York's wealthiest families is searching for one of their own, Kathleen Durst. Aucun de ses proches n'était au courant. Desperate to find her, Durst says he'll give $100,000 to anyone who can help bring her home. Pas un seul membre de la famille Durst ne nous a passé un coup de fil ou envoyé une lettre. Personne n'a tenté de joindre la famille McCormack, pas une seule fois. C'est la triste vérité. Kathleen and Robert Durst were married 9 years ago. He said she's left before, but only for a few days. Je suis absolument persuadé que Bob savait ce qui était arrivé à Cathy. Robert a ensuite disparu de la circulation. Plus personne ne pouvait le joindre. Il fallait passer par Suzanne. Suzanne Berman, la meilleure amie de Bobby, est devenue le porte-parole de la famille Durst. Elle disait qu'il était bouleversé et qu'il ne voulait pas parler aux médias de la disparition de Cathy. La police de New York mène l'enquête sur la disparition de Cathy Durst. Est-elle une épouse malheureuse qui s'est enfuie ou bien la victime d'un acte malveillant? Cathy était censée retourner à la fac le lendemain de son retour. Ce jour-là, le superviseur a reçu un appel d'elle ou de quelqu'un se faisant passer pour elle. Elle a dit qu'elle ne pourrait pas venir parce qu'elle était malade. Je trouve étrange qu'une étudiante en médecine appelle son doyen pour lui dire « Je suis malade ». Cathy lui aurait dit qu'elle ne se sentait pas bien et lui aurait décrit tous ses symptômes. On pense que quelqu'un d'autre s'est fait passer pour Cathy. Suzanne en aurait été capable. Bobby autorise les inspecteurs à fouiller son appartement du 37 Riverside Drive sans qu'ils aient de mandat. Ils n'y trouvent aucun indice compromettant. Ils ont cru tout ce qu'il leur a raconté. Ils l'ont cru sur parole, sûrement grâce à son statut. Mais la famille et les amis de Cathy sont persuadés que Bobby sait ce qui lui est arrivé. Quelques jours avant sa disparition, Cathy est venue à la maison et elle ne voulait plus repartir.
Elle m'a dit qu'elle voulait divorcer et que Bobby lui avait proposé $100 000 pour leur séparation. Elle pensait que ce n'était pas assez et elle lui avait réclamé $200 000. Même cette somme-là me paraissait dérisoire quand on connaît le patrimoine de Robert. Cathy voulait que ça lui permette de finir ses études. Ce soir-là, Cathy avait très peur de rentrer chez elle. En arrivant sur le perron de sa maison, elle s'est retournée et elle m'a dit « Bill, si quelque chose m'arrive, c'est qu'on m'a fait du mal. Je suis sûr qu'on lui a fait du mal. » Les amis de Cathy suspectent Bobby d'être responsable de sa disparition. Bobby va alors faire quelque chose qui va renforcer leur conviction. Bobby a rassemblé toutes les affaires de Cathy et il les a jetées dans l'incinérateur. Le concierge de l'immeuble a diffusé l'information dans la presse et la police a été mise au courant. Comment pouvait-il être sûr que Cathy ne reviendrait pas? Comment a-t-il pu jeter ses vêtements, ses livres de médecine? Vous faites diffuser un avis de recherche avec $100 000 à la clé. Mais quelques jours plus tard, vous jetez absolument toutes ces affaires? Vous cachez quelque chose. Les proches de Cathy font part à la police de leurs doutes, mais ils apprennent avec horreur que l'enquête s'essouffle. Selon la police, la disparition de Cathy n'est pas considérée comme inquiétante. Gilbert et moi étions très inquiètes et en colère, parce que nous savions tout ce qui se passait entre eux dans l'intimité de leur mariage. Elle était déboussolée et terrorisée parce qu'il était violent. On pense qu'ils se sont disputés et qu'elle s'est opposée à lui. Le ton est monté. Ce n'était pas prévu, mais peut-être qu'il a saisi un pique-feu ou bien un pistolet, je ne sais pas. Et il l'a tuée comme ça, sans réfléchir. Les proches de Cathy Durst essaient de convaincre la police que c'est à cause de son mari qu'elle a soudainement disparu. Mais il y a un problème. Pas de corps, pas de crime. Cathy Durst vient simplement remplir le fichier des personnes ayant disparu à New York en 1982. Faute de pistes, l'enquête est abandonnée. Après la disparition de Cathy, Bobby Durst s'est complètement retiré de la vie publique. Sa famille n'avait plus aucune nouvelle. C'est le réveillon de Noël, en 2000. Et les habitants du quartier de Benedict Canyon à Beverly Hills sont réveillés par des chiens qui aboient furieusement. Ils appartiennent à Susan Berman, la plus vieille amie de Robert Durst. Les chiens couraient partout. Jusque-là, les habitants du quartier ne les avaient jamais vus courir en liberté. Les voisins entrent chez Susan par la porte de derrière. À l'intérieur, ils découvrent une scène de crime atroce. Suzanne était morte depuis 1 jour et demi quand son corps a été trouvé. Le meurtrier lui a collé un 9 mm à l'arrière de la tête et il l'a exécuté. Selon les déclarations de la presse, on a invité le tueur à entrer, car il n'y avait pas de signe d'effraction. C'était quelqu'un qu'elle connaissait. Il faut savoir que Susan Berman était obsédée par la sécurité. Elle gardait toujours ses fenêtres fermées et elle verrouillait ses portes à triple tour. Suzanne n'a jamais ouvert sa porte à un étranger. C'était quelqu'un en qui elle avait confiance. La police de Los Angeles pense à un tueur à gages. Susan avait beaucoup écrit à propos de son enfance au sein de la mafia de Las Vegas. Susan Berman fascinait tous ceux qu'elle rencontrait. C'était la fille de Davy Berman, un mafioso qui avait une certaine réputation à Las Vegas à l'époque. Elle en avait fait son fonds de commerce. Son père a aidé Bugsy Siegel à construire le Flamingo Hotel. Sa mère était danseuse. C'était haut en couleur et franchement triste, mais Suzanne a rendu l'ensemble très glamour.
Elle croyait que certaines personnes lui en voulaient parce qu'elle avait grandi dans une famille liée à la mafia. Elle pensait qu'on voulait lui régler son compte. La scène de crime ne révèle aucune piste sérieuse. Les enquêteurs apprennent que Suzanne avait déclaré à ses amis qu'elle connaissait un secret compromettant. Un secret qui aurait pu causer sa mort. 5 jours avant la mort de Suzanne Berman, elle a dit à ses amis qu'elle était tombée sur un scoop et que cette histoire risquait de provoquer un tollé général, mais elle n'a pas donné plus de détails. Elle cherchait à attirer l'attention et je me suis dit que c'était du Suzanne tout craché. Elle aimait les scandales. Personne ne connaît le dangereux secret de Suzanne. Les enquêteurs parcourent ses relevés bancaires et découvrent qu'elle n'avait pas un sou de côté. Pendant les 6 derniers mois de sa vie, elle avait vraiment besoin d'argent et n'arrivait plus à payer son loyer. Comme à son habitude, Suzanne se tourne vers Bobby Durst. Il lui envoie un chèque de 25 000 $. Bobby lui a dit « C'est un cadeau. Garde tout, tu n'as pas à me rembourser. » Suzanne a encaissé le chèque. 1 mois plus tard, les enquêteurs apprennent que le procureur de Westchester, Janine Pirro, a décidé de relancer l'enquête sur la disparition de Katie Durst. 18 ans après qu'on ait perdu sa trace. I have a lot of questions, and as we get into this case, it appears that things are not what they seemed to be in 1982. La presse a révélé que les policiers chargés de l'enquête sur la disparition de Katie Durst avaient souhaité parler à Suzanne Berman. Susan Berman, an author and a close friend of Robert Durst. New York detectives plan to question her about Kathy Durst. Une étrange coïncidence attire l'attention des enquêteurs. Suzanne a reçu un second chèque de 25 000 $ de la part de Bobby Durst le mois où la nouvelle s'est répandue. 4 semaines plus tard, Suzanne Berman était assassinée. Suzanne Berman savait sûrement ce qui était arrivé à Kathy et elle en est morte. Suzanne Berman cherchait à protéger Bob par tous les moyens. Suzy connaissait la mafia et l'omerta. On ne balance pas ses amis. Mais Suzanne était incapable de tenir sa langue. Elle traversait une mauvaise passe. Qui sait ce dont elle aurait été capable? La police se demande si Bobby a envoyé ses 50 000 $ à Suzanne pour acheter son silence. Je pense que Robert Durst a tué Suzanne Berman ou bien l'a fait assassiner pour qu'elle se taise. C'était la seule sur Terre à savoir ce qu'il avait fait à Kathy. La police convoque Robert Durst pour l'interroger. Son avocat affirme qu'il a un alibi. Durst refuse de s'entretenir avec les inspecteurs. Bobby Durst aurait pu détenir des informations sur le meurtre de Suzanne, mais il n'a jamais été suspecté ou accusé du crime. Aucun suspect n'est accusé du meurtre de Suzanne Berman. Robert Durst n'assiste pas aux funérailles de Suzanne. Quelque temps après, il disparaît. C'est comme s'il s'était évaporé. Personne ne savait où il était. Le 30 septembre 2001. Un corps décapité, démembré et placé dans des sacs poubelles s'échoue sur les rives de la baie de Galveston. La victime est un certain Maurice Black. Les indices mènent la police jusqu'à l'appartement de sa voisine, Dorothy Siner. La femme, qui est sourde-muette, est introuvable. Les voisins apprennent à la police de Galveston que la seule personne qui les ait jamais vus entrer chez elle semblerait être l'un de ses amis. La police veut découvrir qui est cet homme qui lui rend visite. En continuant à passer l'appartement au peigne fin, ils font une découverte cruciale. Ils ont trouvé une ordonnance pour une paire de lunettes. Elle n'était pas adressée à Dorothy Siner, mais à Robert Durst. Quel est le lien qui existe entre Robert Durst et Dorothy Siner? Le procureur de Galveston finit par la retrouver dans un autre état. Il espère qu'elle pourra répondre à ces questions.
Le procureur a mené l'enquête pour retrouver Dorothy Siner et a fini par lui parler au téléphone. Elle avait rencontré Robert Durst au lycée. Elle ne lui avait pas parlé depuis des années. L'étrange vérité finit par éclater. Ils ont découvert que Bobby Durst se déguisait en femme et se faisait passer pour Dorothy Siner. Il jouait la femme sourde et muette. Je pense que Robert Durst se déguisait en femme pour cacher son identité. Son prétendu mutisme lui permettait de ne pas parler aux gens. Il ne voulait pas avoir à s'expliquer. Bien que son mobile reste inconnu, Durst est arrêté pour meurtre après que la police ait découvert une scie à archer dans sa voiture. Elle a été utilisée pour démembrer Maurice Black. La caution est fixée à 300 000 $. Robert Durst a été convoqué pour un interrogatoire, mais il ne s'est pas présenté. On a vite compris qu'il s'était enfui. Il était plein de ressources. Les gens ont commencé à considérer Robert Durst comme un homme très dangereux qui était suspecté d'avoir assassiné non pas une, ni deux, mais 3 personnes. J'ai reçu un appel 5 ou 6 semaines après sa disparition. Il l'avait arrêté. Il était en Pennsylvanie. Robert Durst, a man who had millions, was caught in a small town making a big mistake. Busted while trying to shoplift a $6 chicken salad sandwich and a Band-Aid at a Pennsylvania market. Il venait de voler un sandwich. Et pourtant, la police a constaté qu'il avait 500 $ sur lui. Ils lui ont demandé des explications et il a répondu « Je suis un sale con ». Robert Durst est extradé vers le Texas pour assister à son procès pour le meurtre de Maurice Black. Robert Durst a été accusé de meurtre avec préméditation. Je ne pensais pas qu'on le retrouverait et qu'il serait jugé. Il avait assez d'argent pour quitter le pays et ne jamais revenir. Je l'ai vu pour la première fois le jour du procès, quand il est arrivé pour l'audience. State of Texas versus Robert Durst. Ladies and gentlemen of the jury, the defendant has pleaded not guilty. L'accusation voulait démontrer que Maurice Black avait été tué par Robert Durst. On était sûr de notre coup. Pour nous, c'était du gâteau. On a retrouvé un corps démembré. La police a constaté que la scène de crime était recouverte de sang. Ils ont retrouvé l'ustensile utilisé pour découper le corps, ainsi qu'un pistolet. C'était plié d'avance. Mais Robert Durst a de l'argent, beaucoup d'argent. Il engage les meilleurs avocats qu'il puisse trouver. Malgré tout, dénigrer les preuves à charge n'est pas chose aisée. The fact that Bob Durst dismembered Maurice Black after he was dead, that's pretty bad. Ils ont dû expliquer son comportement très étrange et vraiment dérangeant de façon à lui donner un sens, tout en faisant en sorte que le jury ressente quand même de l'empathie pour Bob. C'était loin d'être évident. Bob's memory of the dismemberment is spotty at best. He says, I was looking on it as if it were a dream. Les avocats de la défense affirment que Maurice Black a menacé Robert Durst. Maurice Black était pour le moins lunatique. Maurice Black was a violent, unpredictable, mean old man. Selon la défense, Maurice Black a menacé Robert Durst avec une arme. Lorsqu'ils se sont battus, le coup est parti de manière accidentelle. On ne démembre pas le cadavre dans un cas de légitime défense. Il n'y a qu'une seule façon de déterminer s'il s'agit ou non d'un meurtre. Mais la preuve nécessaire est introuvable. La seule chose qu'ils n'ont pas retrouvée, c'est la tête de la victime. Maurice Black a sûrement reçu une balle dans la tête, parce qu'on n'a retrouvé aucune blessure par balle sur le reste du corps.
Si la tête avait été retrouvée, on n'aurait pas eu à se demander si c'était ou non un cas de légitime défense. Les légistes savent faire la différence entre un point d'entrée et un point de sortie. Ils peuvent déterminer les angles d'attaque. On aurait su si la balle avait été tirée dans la nuque ou dans le front. Ou bien si le pistolet était pointé vers sa tête quand le coup est parti. Après 2 mois de témoignages, le destin de Robert Durst est entre les mains du jury. With the jury, find the defendant, Robert Durst, not guilty. J'étais choqué, abasourdi et complètement démoralisé. How is it a man who admits shooting another man, chopping up his body, and dumping the body parts in Galveston Bay gets away with it? One put it this way. Durst is not the only crazy person in Galveston. C'était comme regarder un train dérailler au ralenti. We cannot convict him. He is not guilty. Quand on voit les photos d'un corps démembré, on se dit forcément que celui qui a fait ça est extrêmement dangereux. Robert Durst est très dangereux. Une femme reste déterminée à prouver la cruauté de Robert Durst. Cette histoire continue de connaître les rebondissements les plus étranges. Robert Durst est acquitté du meurtre de Maurice Black en octobre 2004. Il est condamné à 5 ans de prison pour atteinte à l'intégrité d'un cadavre et délit de fuite. Le temps qu'il a passé en détention provisoire permet à Robert Durst, qui se fait aussi passer pour Dorothy Sayner, d'être relâché 1 mois plus tard. Malgré tout, beaucoup de questions restent en suspens. Une femme continue de mener l'enquête sur le meurtre de Maurice Black. J'ai été engagée par le Galveston Daily News pour enquêter sur le passé de Maurice Black. Ma mission était de trouver la raison pour laquelle Maurice Black avait été tué par le millionnaire Robert Durst. Pourquoi est-ce que Maurice Black vivait dans un petit appartement lugubre du Texas, juste en face de Bobby Durst? Lors du procès, personne ne s'est demandé si Maurice Black et Robert Durst se connaissaient avant d'emménager à Galveston. Je pense qu'on aurait dû se poser la question. Selon moi, Robert Durst s'est rendu à Galveston dans le but de retrouver Maurice Black. Il le connaissait. Bobby Bacha retrouve la famille de Maurice Black et apprend qu'il avait un frère, Harry Black. Les 2 frères auraient travaillé pour Robert Durst. Selon sa famille, ils étaient tous les 2 impliqués dans un programme de construction new-yorkais financé par Robert Durst. La femme d'Harry apprend à Bobby que son mari est mort en 2003, mais qu'après l'assassinat de son frère, il avait eu peur d'être le prochain sur la liste. Harry aurait dit à sa femme qu'il connaissait de sombres secrets. Sa femme m'a dit que Maurice et Harry détenaient des informations sur la disparition de Cathy Durst. Elle en était sûre. Après 1982, l'année de la disparition de Cathy Durst, les 2 frères ont quitté la ville avec des billets plein les poches. Quand je me suis penchée sur son passé, j'ai découvert qu'il vivait en marge, comme s'il ne voulait pas qu'on le retrouve. Bobby Bacha s'intéresse aux finances de Maurice Black. Elle tombe sur un détail déroutant. Maurice Black possédait 137 000 $ sur un compte en banque domicilié dans un autre État. Pourtant, il était au chômage. Bobby Bacha se demande si Robert Durst leur a donné cet argent suite à un échange de bons procédés. À mon avis, Maurice Black savait ce qui était arrivé à Cathy Durst. Je pense que c'est pour ça qu'il a été tué. Robert Durst a pris le temps de démembrer le corps et de se débarrasser de la preuve principale, c'est-à-dire de la tête. Bobby Bacha a décidé d'essayer de retrouver cette tête dans la baie de Galveston. Je suis allé l'aider. C'est ici que les membres de Maurice Black ont été retrouvés, flottant dans l'eau.
On se tenait par les bras et on avançait tous ensemble, par groupe de 6 personnes. On a aussi fait appel à des plongeurs. On a ratissé toute la zone. Une tête, ça pèse 4 kilos. C'est aussi lourd qu'un rocher. Et ça ne flotte pas. Ça tombe directement au fond de l'eau. Bobby Bacha et son équipe cherchent pendant des semaines, sans succès. On n'a jamais retrouvé cette tête. Pendant le procès, on a appris que Durst était revenu sur les lieux. Je pense qu'il est venu récupérer la tête. Il n'a laissé aucun détail de côté. Il a fait en sorte qu'il ne reste plus personne qui puisse témoigner contre lui. Plus personne qui puisse parler. Cathy disait souvent que Robert se sortait toujours de toutes les situations et qu'il ne lui arrivait jamais rien. La vraie question, c'est de savoir si Robert Durst est fou allié ou s'il sait très bien ce qu'il fait. De tous les criminels sur lesquels j'ai écrit, c'est lui qui me fait le plus peur. Quand 3 personnes proches de quelqu'un meurent toutes dans des circonstances tragiques, c'est dur de croire à une coïncidence.